ça va depuis la dernière fois? Très bien. Enfin, très mal en fait, puisque depuis la dernière fois, on a eu le Covid et les luttes contre le Covid, mais bon, ça va. Alors du coup, t'as été assez inspiré par le premier confinement et par cette période-là. Ça a donné la production de Sortir de notre impuissance politique, qui est un essai, un opuscule hyper intéressant et également un essai sur l'art. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler déjà de Sortir de notre impuissance politique? C'est quoi la genèse et c'est quoi qui t'a donné envie de passer à ce format-là pour expliquer un petit peu les formes un peu plus actives de mobilisation? C'est vrai que, en fait, moi, j'ai toujours pensé que le rôle de l'intellectuel, il devait être total. Et que très souvent, les intellectuels s'imposaient des limites dans le rapport à l'action pratique ou à la transformation effective. On voit beaucoup d'intellectuels, par exemple, qui vont dire moi, je peux critiquer la prison, ou critiquer la répression policière, ou critiquer la manière dont l'État organise l'économie, mais j'ai pas de rôle comme économiste ou comme intellectuel à dire ce qu'il faudrait faire à la place de la prison. Mon rôle, c'est pas ça. Mon rôle, c'est seulement de critiquer le présent ou de le mettre en question. Foucault disait ça, Bourdieu disait parfois ça. Mais mon rôle n'est pas de devenir l'auteur de loi ou de devenir l'auteur de prescriptions, en vérité, pour les gens. Et très souvent, les intellectuels vont dire je ne suis pas prescriptif, je suis pas normatif, j'ouvre des questions et c'est aux gens ensuite d'inventer. Et je pense que ça, moi, c'est une mutilation du rôle de l'intellectuel. Je pense qu'en fait, un intellectuel doit être total, c'est-à-dire que le moment de la déconstruction du monde est un moment de la pensée, mais qu'il doit être accompagné toujours d'un moment de reconstruction ou de proposition de reconstruction, c'est-à-dire un moment par lequel on va fournir des pistes concrètes, soit de loi, soit de législation, soit d'actions pratiques, soit de normes, par lesquelles on veut réagencer le monde qu'on a mis en question auparavant. Et j'avais toujours, au bout d'un moment, ayant repris un peu au début cette posture, dans mon livre sur la justice, par exemple, jugé, voilà, disant il faudrait réfléchir à des formes, mais sans en proposer moi-même, etc. Mais je m'étais dit peut-être c'était une impasse et qu'il serait bien de faire que tout livre, en quelque sorte, que je fais, soit fait d'une deuxième partie pratique. Une deuxième partie conséquences pratiques, en quelque sorte. Et celui-là, en fait, ça a été un peu pour moi la conséquence pratique de mon livre La conscience politique, donc le livre sur dont on avait parlé d'ailleurs la dernière fois sur la question des catégories de la politique, des catégories de loi, de peuple, d'État, etc. Une fois qu'on dissout toutes ces catégories, qu'est-ce qui nous reste? Et un peu qu'est-ce que ça produit, ce type de réflexion, dans notre rapport à la loi, à l'État, à l'action, à la mobilisation, à la violence, etc. Et donc, en quelque sorte, il s'est imposé à moi le fait que je ne pouvais pas avoir mis en question les catégories du mouvement social, disons, ou les catégories de la théorie politique, sans prendre parti en fait sur les formes de l'action concrète et en tirer les conséquences concrètes, donc directives, donc normatives, donc oui, dire aux gens vous vous trompez ou vous avez raison, il faut faire ça, il faut pas faire ça, et c'est un peu ce geste-là que j'ai voulu accomplir dans ce livre. Alors tu me fais la transition, on en avait effectivement discuté pour la sortie de la conscience politique. Déjà, tu déplorais qu'on continue à utiliser des termes qui sont un petit peu des fétichisations, révolutions et ce genre de choses. Il y a un extrait que j'ai trouvé intéressant dans Sortir notre impuissance politique, c'est quand tu dis « Lorsque nous décidons d'intervenir, nous ne devons pas nous en remettre aux formes traditionnelles qui nous donnent souvent un sentiment purement fictif d'agir. » Donc finalement, tu déplores un petit peu le réflexe un peu pavlovien d'une forme de gauche, la gauche un peu pétitionnaire, les sit-ins, les manifestations. Oui. C'est vraiment pour sortir de ce paradigme-là finalement. Absolument, je pense que en fait, l'une des choses sur lesquelles on réfléchit pas, c'est que la politique, qui devrait être le domaine de l'expérience, de l'innovation, de la prise de conscience, de justement la capacité à s'écarter de ce qu'on fait traditionnellement, des rites, des traditions, est peut-être l'un des lieux les plus codifiés de la vie sociale. Paradoxalement, il y a des lieux où les règles implicites, où les images de soi sont extrêmement puissantes, et très souvent, être un sujet politique, en fait, c'est pas tellement être conforme à ses valeurs, c'est reprendre des images préalables et se contenter de se conformer à des images préalables pour penser qu'on est conforme à ce qu'on veut faire. Très souvent, lorsque l'on veut agir politiquement, on va même pas se poser la question de l'efficacité, on va se dire agir c'est manifester, agir c'est pétitionner, agir ça va être faire un tweet, agir ça va être occuper un bâtiment. Ce sont des formes totalement rituelles dans lesquelles nous nous subjectivons comme sujet agissant ou comme sujet nous montrons aux autres comme sujet agissant, mais sans nous poser la question est-ce que nous avons vraiment agi, est-ce que nous avons vraiment fait quelque chose. Et on le voit très bien dans la manifestation contemporaine par exemple, où on peut très bien être très content d'une manifestation, on a dit il y avait beaucoup de monde, c'était sympa, il y avait les copains étaient là, on a fait des photos, on a fait un barbecue si on n'est pas vegan, etc. Et puis, on est rentré chez soi, et la question de qu'est-ce qu'on a fait concrètement, est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a fait reculer les dominants, est-ce qu'on a allégé un certain nombre de souffrances dans le monde, a complètement évacué, comme s'il y avait un art pour l'art de la politique qui était indépendant des finalités objectives des modes d'action politique qui ont comme disparu. Et je pense qu'effectivement, la politique contemporaine obéit à ce que Günther Anders appelle une logique du spectacle, une logique du comme si, c'est-à-dire que nous n'agissons pas, mais nous faisons comme si nous agissions. Nous ne protestons pas, nous faisons comme si nous protestions, parce qu'au fond, nous sommes plus en train de rechercher des gains subjectifs
d'une image de soi comme militant que des gains objectifs de transformation de l'appareil d'État ou de transformation de l'appareil législatif, et que dans la politique, il y a peut-être quelque chose qui est dur pour la gauche et qui est moins dur pour la droite, c'est que un certain nombre d'imageries consubstantielles à la subjectivation de soi comme quelqu'un de gauche est contradictoire avec l'action efficace pratiquement, et qu'il faudrait renoncer à beaucoup des mythes et des images de ce qui fait qu'on a envie d'être de gauche pour pouvoir être vraiment efficace du point de vue de la gauche. Alors que du point de vue de la droite, c'est un peu différent. Et je pense que cette tension entre ce que se voudrait dire être efficace et ce que veut dire vouloir être conforme à un habitus militant, disons, explique l'échec installé au cœur des modes d'action de la gauche depuis 40 ans maintenant. Ce que tu viens de dire, c'est un petit peu ce que tu écris en disant ce n'est pas tellement que nous luttons, c'est que nous nous signifions comme sujet en lutte auprès des autres en recourant à ce type de pratique. Nous n'agissons pas politiquement en stratège, mais en automate. Finalement, ce que tu dis en filigrane, c'est que la gauche, quand elle manifeste et elle fait ça, elle se fait plaisir finalement. Oui, et même plus que ça, en vérité, il y a une logique d'automutilation qui est très importante dans la gauche, c'est-à-dire le fait que c'est pas parce qu'on n'agit pas qu'on perd, et c'est pas parce qu'on agit mal, c'est précisément parce qu'on agit, et d'autant plus puissamment qu'on agit, qu'on est en train de perdre. Et c'est ça ce que j'appelle la logique diabolique ou perverse qui s'est mise en place pour les forces progressistes, c'est que paradoxalement, leur défaite installée depuis 40 ans dans tous les domaines, soit les domaines de l'économie, de la migration, de la violence faite aux femmes, de la prison, de la drogue, de la prostitution, etc. Enfin, tous les grands domaines où il y a des luttes libertaires ou d'émancipation à mener et qui ont été complètement perdus, en vérité, depuis 40 ans, l'écologie même, hein, sauf des transformations petites, mais jamais systémiques comme celles qu'on voudrait voir advenir. Eh ben, elle s'explique par le fait que ce n'est pas que nous luttons pas, mais c'est que la manière dont nous luttons nous inscrit dans une logique de la défaite, et alors qu'effectivement se pose alors une question quand même fondamentale, qui est jusqu'à quel moment est-ce que c'est de l'ignorance, et jusqu'à quel moment il y a un désir inconscient de perdre. Parce que quand même, quand on sait depuis 40 ans que toutes les manifestations qu'on a faites n'ont pratiquement jamais abouti à quelque chose, qu'on peut citer aucune grève depuis 30 ans qui a abouti à faire reculer un gouvernement ou à faire un progrès, c'est-à-dire pas seulement faire reculer un gouvernement, mais progresser et faire plus de droits sociaux, plus de vacances, plus de congés payés, plus de SMIC, etc. Si on peut en citer aucun, il y a un moment où si on n'est pas capable de dire donc inventant autre chose, mais qu'on recommence rituellement, la pulsion de l'échec et le désir de perdre deviennent presque objectivables. Tu nous parles même de l'exemple du CPE, où ce mode de pensée nous permet même de faire passer la pilule d'une défaite objective pour la gauche. En vérité, le CPE est un très très beau moment parce que c'est un moment mythologique dans la gauche. Moi, quand j'ai fréquenté beaucoup de militants, je continue bien sûr tout le temps, je vais aux manifestations tout le temps, mais parce qu'on y va quand même, hein, et donc il ne s'agit pas de dire de condamner, d'aller dans la rue, de manifester, il faut penser les choses dynamiquement, et on pourra en parler. Il ne s'agit pas de faire un gros tableau, il faut arrêter les manifestations, il faut faire plus que de l'action directe, il ne s'agit pas de penser comme ça, mais malgré tout un petit peu. Donc quand on va dans le milieu militant et qu'on rencontre des gens, le CPE est très souvent défini, voilà, des grandes manifestations, une lutte extraordinaire, et on a fait reculer le gouvernement. Et on se dit déjà, toute cette énergie pour juste faire reculer le gouvernement, c'est pas formidable comme bilan. Mais surtout, ce qu'on comprend pas, c'est qu'à partir du moment où on se mobilise contre, on perd toujours, même quand on gagne. C'est-à-dire, en fait, la question de la politique, c'est la question du temps. Qui a le pouvoir sur la temporalité politique? Qui peut faire le temps politique? En gros, si on est actif, si on est proactif, on perd jamais. Parce que au pire, ce qui reste, c'est l'état antérieur des rapports de pouvoir. Donc on a stagné, mais on n'a pas régressé. Et que si on a gagné, on a progressé. Alors que si on se défend par rapport à l'État, c'est-à-dire si l'État fait le temps politique, ou les gouvernants, disons, les forces réactionnaires font le temps politique et qu'on réagit, on perd tout le temps. Parce que soit on perd parce que de fait on a régressé, soit au contraire, ce qu'on appelle gagner, c'est juste la stagnation, c'est-à-dire c'est conserver l'état antérieur des rapports de pouvoir qu'on critiquait déjà, et donc le fait qu'on a transformé subjectivement ce qu'on critiquait comme ce qu'on veut conserver, et par conséquent on a perdu du terrain par rapport aux forces réactionnaires. On le voit en ce moment sur la question de la réforme chômage, sur laquelle beaucoup de gens sont concernés, et qu'une réforme vraiment abjecte et immonde, ça tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ce que la critique de cette réforme ne conduise pas à valoriser le système contemporain, l'indemnisation du chômage, dont on peut déjà critiquer des centaines et des centaines de dispositions injustes, violentes, éphémères, etc. Et si on dit abrogation de la mesure, abrogation de ça comme mot d'ordre, alors le risque, c'est de faire qu'on sera content si on conserve l'état antérieur des rapports de pouvoir qu'on critiquait déjà. Et donc ça, c'est le fait que quand on se mobilise contre, on perd tout le temps. Et le CPE est un très bon exemple. En fait, c'est une défaite de la gauche, le moment du CPE, et c'est en aucun cas une victoire des forces progressistes. Oui. Je souriais parce que tu donnes un petit peu un modus operandi à la gauche. Et sur la réforme de l'assurance chômage, Elisabeth Borne avait dit qu'elle avait fait cette réforme en tant que femme de gauche. Moi, j'ai un truc qui m'a beaucoup intéressé ces derniers jours sur la question de la politique. Alors, ça n'a un peu rien à voir, mais on en parle comme ça. Parce que c'est sur Pénicaud, donc, qui était quand même aussi l'une des artisans de cette
Et sur la mauvaise conscience des hommes d'État de droite comme ça, parce qu'elle a été nommée à la présidence d'un prix qui s'appelle Aware, qui est un prix qui doit valoriser les artistes femmes et qui doit donner des prix aux jeunes plasticiennes femmes, etc., et valoriser un peu la diversité et des démarches innovantes dans le domaine de l'art contemporain. Elle avait été nommée présidente d'honneur de cette association, et tout le monde de l'art s'est insurgé en disant qu'on ne pouvait pas mettre quelqu'un comme Pénicaud, ministre du Travail, qui avait fait la réforme de la loi travail, qui avait fait l'assurance chômage, et dont toutes ces mesures pénalisent beaucoup les femmes et les carrières des femmes. C'est très connu. À un prix qui est censé encourager la question de la création féminine. Et elle a démissionné après la pétition que j'ai signée. Et elle a fait une déclaration totalement hallucinante où elle a dit je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut confondre mes engagements de femme et ce que j'ai fait en tant que ministre. Elle dit on ne peut pas me reprocher ce que j'ai fait en tant que ministre, ça ne va pas être confondu avec le fait que j'ai toute ma vie été pour les femmes, pour le côté des femmes, etc. Et comme si elle posait une forme de scission interne en elle, comme ministre, comme si c'était pas elle qui agissait comme ministre. Il faut séparer la femme de la ministre. C'est ce qu'elle dit, et c'est très intéressant, ça veut dire qu'en fait, elle sait qu'elle a fait des choses mal. Comme si c'était presque malgré elle, etc. Et qu'elle était comme, l'agent de force dont elle n'était pas responsable, et que maintenant qu'elle est sortie du gouvernement, elle redevient la vraie Muriel Pénicaud, humaniste et du côté des femmes, ce qui montre à quel point la politique contemporaine est aux mains en fait de gens très peu idéologisés, très peu politisés, qui s'obéissent à des contraintes qu'ils ont l'impression qu'ils s'imposent à eux, sur lesquelles ils n'ont pas la main, qu'on leur impose, etc. Et qu'il y a comme un logiciel de pensée qui est interne dans l'État, qui fait que même les gens d'État ont le sentiment d'être agis quand ils agissent politiquement, et pas d'agir réellement. Ça m'a beaucoup frappé. Voilà, c'est une petite remarque comme ça, mais ça m'a Non, mais je vais rebondir là-dessus, parce que ça me fait penser à ce que tu avais dit. Je crois que c'était sur Inter ou peut-être sur un autre média, je ne me souviens plus. Mais tu disais globalement, et ça, je trouve que ça le rejoint, que il n'y avait pas d'intérêt à débattre avec ces gens-là, parce que quelque part, quand la gauche, et a fortiori la gauche intellectuelle, débattait avec eux, finalement, elle leur conférait une part de son magistère intellectuel, la gauche, j'entends. C'est un petit peu la même chose du point de vue politique, où tu dis que finalement, la droite, elle sait quand elle fait des réformes qui sont antisociales. Elle en a conscience et elle le fait quand même. Absolument. Je pense que on se trompe beaucoup quand on aborde la politique du point de vue d'un paradigme de l'ignorance ou d'un point de vue d'un paradigme de la méconnaissance, et qu'on pense que nos ennemis, que ce soit nos ennemis idéologiques ou politiques, ne sont pas au courant de ce qu'ils font ou ignorent, et qu'on pourrait les convaincre par des arguments ou par des tableaux ou par des démonstrations des conditions de vie, etc. Montrer la réalité de l'hôpital, montrer la réalité de l'école, montrer la pauvreté, montrer les conséquences de la réforme du chômage sur le fait qu'un smicard va passer de 900 à 600 euros d'indemnisation au 1er juillet, là, dans 3 mois, etc. Ils le savent. Ils sont pas idiots, et c'est pas qu'ils le savent, mais c'est qu'ils le veulent. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils décident comme ordre politique, à vouloir instituer un ordre inégalitaire, un ordre de guerre de classe, etc., ou de guerre de race, ou tout ce qu'on veut. À partir du moment où les dominants, ça veut pas dire qu'ils mentent pas ou qu'ils vont pas inventer des fictions pour cacher ce qu'ils veulent, mais de fait ils le veulent, ils sont au courant de ce qu'ils font. Nous ne pouvons rien leur apprendre, et nous ne les ferons pas changer d'opinion, nous ne les ferons pas changer de perception de la réalité, puisqu'ils sont déjà au courant et qu'ils veulent les résultats objectifs qu'ils produisent. Par conséquent, la politique, elle est piégée si elle s'inscrit dans un paradigme d'un régime d'interlocution, puisque nous nous adressons à des gens que nous ne convaincrons jamais, qui ne partagent pas nos objectifs, qui ne partagent pas les mêmes intérêts de classe que nous, qui ne partagent pas les mêmes références intellectuelles, les mêmes concepts, les mêmes visions générales du monde même, et par conséquent c'est du temps perdu de s'adresser aux dominants. C'est-à-dire que si nous déjà réagir aux dominants est toujours une logique de la perte, mais en plus s'adresser aux dominants, c'est par définition s'inscrire dans des circuits d'interlocution dans lesquels nous ne pouvons pas déployer notre pensée, nous ne pouvons pas déployer nos concepts, nous ne pouvons pas toucher notre public, qui sera plutôt le public jeune, le public d'avant-garde, le public progressiste, le public en porte-à-faux des systèmes de pouvoir, etc. Et donc de construire nos propres mobilisations et nos propres affects contre eux. Et paradoxalement, c'est en se coupant de la droite, c'est en se coupant des idéologues ou des politiques de droite qu'on est le plus capable d'être autonome politiquement dans nos rhétoriques, dans nos catégories d'analyse, dans nos circuits d'adresse, dans la construction d'un contre-public ou d'un contre-peuple, si on veut ce mot-là que j'aime pas trop, mais disons de contre-mobilisation, à partir de laquelle on peut façonner des énergies mobilisatrices. Paradoxalement, et pas paradoxalement, en vérité, plus on est être de gauche, c'est ne plus avoir rien à dire à la droite. Et plus on est séparé de la droite, c'est-à-dire plus on est en rupture paradigmatique, en rupture intellectuelle, etc., plus ça veut dire qu'on est dans un processus d'autonomisation de la pensée sur un certain nombre de principes épistémologiques ou conceptuels de base, et qu'effectivement, à ce moment-là, il n'y a pas de débat possible, si ce n'est un débat qui consiste en fait à se soumettre à une problématique
de droite ou à une problématique conservatrice ou réactionnaire, etc. Mais ça, à ce moment-là, c'est pas un débat, c'est du vampirisme que la droite essaye sur nos espaces, et en y allant, on ratifie cette opération de vampirisme ou même de cannibalisme intellectuel. Et moi, je crois qu'effectivement, on perd tout le temps à s'inscrire dans ce genre d'espace, et qu'on est beaucoup plus puissant quand on est autonome et quand on ignore que quand on se soumet. Je crois que tu avais même dit je vais te paraphraser, c'est peut-être inexact, qu'il n'y avait pas d'intellectuel historiquement à droite. Oui, ça n'existe pas, la pensée de droite. Ça ne peut pas exister. C'est impossible. On peut être de droite et être un architecte, on peut être de droite et être et comment est-ce qu'on pourrait dire, être un physicien. Mais dans la science sociale, c'est impossible d'être de droite et de penser. Franchement, c'est impossible. Parce que si vous regardez la société, si vous vous mettez simplement à étudier la société, vous voyez nécessairement des phénomènes qui vont devoir être pensés comme de domination. Vous allez voir des migrants qui se noient et des groupes capitalistes. Vous allez voir le féminicide. Vous allez voir les femmes battues. Vous allez voir l'homophobie. Vous allez voir aussi les luttes de libération. Vous allez voir la surreprésentation massive des Noirs et des Arabes dans l'appareil carcéral. Vous allez voir le rapport au vote. Donc vous allez voir des phénomènes objectifs de domination, d'exploitation, de prédation, d'injustice qui sont comme patents. Et si vous étudiez pas ça, de quoi vous parlez? Qu'est-ce que ça veut dire parler de la société sans parler de ça? Ça veut dire mentir sur la société. Ça veut dire inventer des concepts négatifs par rapport à la réalité. Ça veut dire faire diversion par rapport au système de pouvoir et de domination objectifs qui sont à l'œuvre, et de vouloir à ce moment-là inventer des choses pour le nier, pour le dénier. Donc soit mettre tout dans les cerveaux des individus, dénier les déterminations, dénier les rapports de force, etc. Donc faire de la psychologie comportementale, etc. Mais tout ça, c'est de la mystification. C'est-à-dire, en fait, c'est ne pas voir le monde. Et si vous vous inscrivez dans une production de discours qui parle de la société sans parler de la société, vous n'êtes pas un savant. Vous êtes un idéologue, vous êtes un essayiste. Je ne dis pas que la droite ne peut pas articuler des mots avec sa bouche. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas faire des traits qui formeront des lettres avec sa main. Je dis que ce qu'elle produira, ça ne sera pas de la pensée. Parce que la pensée, ça suppose d'être dans un registre de l'objectivation de la réalité. Et la réalité, c'est la domination. Et c'est les systèmes de domination et les systèmes d'exploitation. Et à partir du moment où vous avez objectiver les systèmes de domination, vous êtes nécessairement porté sur une logique de transformation du monde, parce que comme le disait Adorno, puisque le monde est faux, la vérité est un concept oppositionnel par rapport à la réalité. Donc, il ne peut pas y avoir de pensée de droite, et de fait, il n'y a pas de sciences sociales de droite, ça n'existe pas. Personne ne peut citer un seul philosophe, intellectuel, sociologue de droite. Ça n'existe pas. Qui a fait une œuvre et qui a produit des concepts importants. Ça n'existe pas. Comment tu définirais alors, par exemple, je sais pas, moi, je vais prendre des gens totalement dans un spectre différent, mais je sais pas, un type comme Bernanos ou Schmitt ou Spengler, qui est très à la mode dans une certaine droite. Oui, à droite, bien sûr, c'est des idéologues de droite, mais moi ça ne me concerne pas. Tu les mets pas dans une catégorie? C'est un romancier, c'est un peu différent, c'est des romans, c'est un peu différent, c'est pas de la science sociale, c'est pas de la pensée, et on peut sans doute être un romancier de droite. Tu parlais de Bernanos? Oui. La France contre les robots, c'est pas mal en termes de... On peut ne pas être d'accord, mais il y a une pensée. Moi, on peut avoir des... Je sais pas comment... Déjà, c'est la question de la critique de la technique et tout. Moi, ça m'a toujours semblé être un grand thème réactionnaire de toute façon. Mais c'est vrai. Mais alors, par exemple... Non, mais je sais pas. Je maintiens ce que j'ai dit. La dernière fois, pour préparer cette émission, j'ai regardé notre premier échange, et il y avait une de tes réactions qui, sur le coup, m'avait paru plus ou moins injuste, mais que j'ai revue. Je te donne le crédit. Tu m'avais dit, quand j'avais parlé des formes de la justice, c'est une critique fonctionnelle. A posteriori, je vois pourquoi tu avais dit ça. Est-ce que je vais essayer de te titiller un petit peu. Est-ce que toi, le fait de parler finalement des formes de mobilisation de la gauche, c'est pas une critique fonctionnelle? Pour masquer un fond qui est un peu plus difficile à regarder pour les gens de gauche, qui est que finalement, sur toute la ligne, tu l'as dit toi-même, sur les luttes passées, le constat, c'est un constat d'échec. Est-ce que finalement, parler des formes de la mobilisation, c'est pas une critique fonctionnelle pour exempter la gauche de sa responsabilité un peu plus profonde en termes intellectuels? C'est-à-dire ça, je comprends pas très bien la question. Est-ce que tu ne critiques pas la forme de l'action de gauche, pour ne pas parler de l'absence de fond finalement de la gauche? Il y a plus de... moi, en tout cas, pour ma génération, tu parlais du CPE, j'avais 15 ans à l'époque. Moi, j'ai pas souvenir d'un grand concept de gauche hyper récent. Okay. Un truc hyper formateur, comme on a pu le voir au cours du XXe siècle ou du XIXe avant. Et le fait de critiquer les formes de mobilisation, est-ce que finalement, c'est pas aussi une forme de critique fonctionnelle? Ok, c'est une très bonne question.
C'est une très bonne question. Alors, peut-être qu'on peut rappeler pour ceux qui ne sont pas tous un peu familiers On a le temps. de la Gassenerie, la notion de critique fonctionnelle, qui je pense est un truc important que j'avais fait pour ces avons de mauvais puis dans Juger, qui est cette idée selon laquelle une grande partie des manières par lesquelles nous critiquons le monde sont en fait des manières de le faire fonctionner, parce qu'on ne critique pas les catégories à partir duquel on énonce la critique. Et que par exemple, dans la catégorie de la justice, quand on va dire par exemple on juge différemment les pauvres et les riches, on met en prison le voleur de Camembert, ce qu'on fait d'ailleurs, c'est vrai, et par Bernard Tapie, Cahuzac, etc. En fait, on fait fonctionner un type de critique qui s'en prend à l'application différentielle de la répression, mais on ne met pas en question la notion de répression et l'idée de répression, ce qui a pour conséquence qu'en fait, on fait fonctionner le concept de répression dans le moment même où on croit critiquer la justice, et que finalement, ce qu'on appelle la critique de la justice, ou des traitements différentiels et inégalitaires des gens selon à l'intérieur du système judiciaire, est une manière de faire fonctionner, de ratifier le concept de répression. Et moi, je définissais une gauche anti-répressive, et d'ailleurs, je pense que c'est encore l'un des gros enjeux aujourd'hui, en vérité, même de plus en plus, et que les passions répressives sont l'une des choses qui bloquent en vérité une pensée de gauche émancipatrice, hein, sur tellement de sujets, on le voit. Aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, on veut une loi, on veut réprimer, on veut diminuer la prescription, etc. Enfin, le principe, c'est réprimer, 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 comme si on changeait la société par de la peine et par de la prison. Je pense que ça, c'est l'un des pièges majeurs, et que vraiment, c'est très grave. Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, dans quelle mesure est-ce que la critique des formes de l'action de la gauche est une forme de comment pourrait-on dire, de négligence, qu'au fond, ce qui fait que la gauche perd, c'est moins ses formes d'action que sa pensée, qui est faible et qui n'a pas d'utopie de la gauche, etc. Alors, c'est peut-être un petit peu vrai, c'est peut-être un petit peu faux. D'une part, quels que soient les concepts que la gauche pourrait vouloir mettre en place, il faudra bien des formes d'action pour qu'ils infusent et pour qu'ils puissent devenir révolutionnairement actés dans des états législatifs. Et que, à mon avis, quelles que soient les utopies qu'on peut avoir sur le travail, sur la sexualité, sur la prison, sur les drogues, etc., si jamais on ne met pas en place un programme, comme j'essaie de le penser de temps long, d'infiltration des cerveaux, d'infiltration des institutions, de transformation des programmes scolaires, etc., mais qu'on reste dans les formes d'action rituelles, on marchera pas. Et ça restera de l'ordre de l'utopie et pas de l'ordre de la possibilité d'une transformation effective. Cela étant dit, le fait que dans la gauche, il y a un manque de rupture paradigmatique intellectuelle par rapport à beaucoup de choses. C'est vrai, c'est faux, parce qu'il y a beaucoup de domaines, par exemple sur la question de la migration, qui sont même des associations pas forcément très radicales, comme la CIMAD, etc., qui proposent d'ouvrir les frontières, qui proposent des systèmes d'accueil très différents de ceux qu'on connaisse aujourd'hui. Sur la question des drogues, la légalisation de toutes les drogues, qui me paraît une pratique totalement, évidemment, d'un point de vue libertaire, nécessaire, et on n'arrive pas à le mettre en place, que ce soit sur la question de l'écologie, il y a quand même beaucoup de mesures très fortes qui sont proposées. Il y avait quand même la campagne de Benoît Hamon qui avait été assez inventive sur le revenu universel, sur la taxe sur les robots, enfin qui avait proposé comme ça des choses assez innovantes. Donc c'est pas tout à fait vrai quand même qu'il n'y a pas d'utopie pratique de gauche ou des manières différentes de penser tout un ensemble de domaines de la vie. Et donc je pense que quels que soient les domaines, si on y réfléchit bien, si on y travaille bien, on trouve déjà quand même beaucoup de gens qui ont réfléchi, qui ont proposé des choses potentiellement assez puissantes. Alors, franchement, je le pense, ça. Ce qui m'avait plu, c'est dans notamment la conscience politique, pour revenir à ton ouvrage précédent, c'était que contrairement à certains à gauche, tu te bouchais pas le nez et tu citais Hobbes parfois, qui reste un penseur très intéressant. Oui. Si je faisais un petit peu mon hobbesien 3 secondes, je te dirais peut-être que finalement, ce qui fait défaut à la gauche, c'est que le monde est très hobbesien, dans le sens où la réalité est peut-être de droite, et c'est donc à la gauche de montrer la praticité de ce qu'elle propose pour que ce soit plus ou moins accepté. Moi, il y a un chiffre qui m'a interpellé. On est quelques jours après je sais pas comment l'appeler, la tribune des généraux là dans Valeurs Actuelles. Et bon, un sondage, ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, le chiffre ne m'étonne pas. C'est 49% des sondés, je crois qu'ils sont quelques milliers, sont d'accord avec le fait que l'armée puisse intervenir sans ordre politique. C'est quand même un chiffre qui devrait interpeller, en tout cas, puisque je m'adresse à un homme de gauche, qui devrait interpeller le philosophe de gauche que tu es. Oui. On est quand même dans un truc, je pense que c'était impossible il y a 5-10 ans. Là, il y a quand même eu un basculement, non? C'est bizarre. Je pense que c'est vrai qu'on vit dans un monde
je me méfie toujours, moi, de l'extrême droitisation de la pensée. C'est-à-dire, au fond, de dire qu'on est dans le fascisme ou qu'on est en train de vivre dans une société fasciste, fascisante, etc. Je me méfie quand même beaucoup, beaucoup de ça, personnellement. Et de cette espèce d'hystérisation permanente. On l'a beaucoup vu sur la question du macronisme, où des gens n'arrivaient pratiquement plus à faire la différence entre Macron et un fasciste, etc. Alors moi, je ne suis pas du tout macroniste et je le combats de toutes mes forces. Mais je ne pense pas que Macron soit un fasciste. Voilà, je ne pense pas qu'on vive dans un État fasciste aujourd'hui. Je peux parler, je peux publier, je suis invité à la radio, je suis payé par l'État, etc. Et beaucoup, beaucoup de gens de gauche le sont, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même savoir faire des différences. Ça fait partie aussi de la notion de gauche, et c'est bien d'être intraitable avec ce qui se passe, mais c'est bien de maintenir des capacités à faire des différences et de ne pas avoir que des gros concepts fascistes, etc., qui nous empêchent un peu quand même d'être un peu subtils sur l'analyse de la réalité. Après qu'il y ait des pulsions d'ordre, des pulsions violentes qui se mettent en place de manière extrêmement puissante aujourd'hui, à travers notamment un travail de fond qui est mené par l'extrême droite, en fait, à travers un certain nombre de médias, de presse continue, etc., à travers des techniques d'infiltration de la jeunesse, notamment dans les jeux vidéo. Un journaliste avait fait un travail sur Fortnite ou sur des choses comme ça, où il y a dans les réseaux de discussion des gens d'extrême droite qui viennent parler avec les gens pour diffuser des fantasmes sur l'immigration, sur l'islam, etc., pour essayer d'amener les gens à avoir des passions de droite ou d'extrême droite. Oui, ça, je pense que c'est vrai qu'on vit un moment dans lequel comment pourrait-on dire, l'idée qu'il y a alors ce que tu as dit en mobilisant Hobbes, c'est l'idée qu'on est dans une guerre, dans une forme de guerre, et que de fait, il y a une guerre culturelle qui est à mener. Je pense que c'est une idée qui est de plus en plus présente. Et comment dire, je pense que de notre côté, on ne doit pas être faible par rapport à ça. C'est-à-dire, il faut dire la même chose. Il faut dire oui, c'est vrai. Moi, je pense qu'on est en guerre avec une partie de la société française. Moi, je me vis totalement comme en guerre avec comme 80% des gens qui vivent sur le même territoire que moi. Je me vis en opposition radicale avec leurs passions, avec leurs pulsions, avec leurs pulsions de contrôle, avec leurs pulsions racistes, leurs pulsions homophobes, leurs pulsions misogynes, etc. Je comprends très bien que l'un des objectifs de la gauche doit être de s'accaparer l'appareil répressif d'État pour, de fait, mettre en place des logiques qui s'opposent et qui démantèlent cette possibilité-là, qui désarme en vérité tout cet ensemble de logiques-là. Moi, je suis partisan, par exemple, du fait d'avoir des politiques extrêmement fortes de comment est-ce qu'on peut appeler ça, de radiation, en vérité, des fonctionnaires de police ou militaires d'extrême droite. C'est-à-dire que dès qu'on a des vidéos que des journaux montrent de militaires qui sont d'extrême droite, etc., il faut les virer. Enfin, je pense que l'État doit être purgé de gens qui sont d'extrême droite ou de droite, etc., qu'il faut être très, très radical là-dessus. Et comment dire, je pense que sur la naïveté de la gauche, moi je pense que la gauche a un problème en vérité avec assumer le rapport à la contrainte et d'assumer le rapport à l'exercice de la violence politique. Et c'est pour ça qu'il y a un écart extrêmement grand entre le rapport au pouvoir de la gauche et le rapport au pouvoir de la droite, c'est que la droite n'a pas difficulté à être cruelle et à le vouloir et à savoir manier l'appareil répressif d'État, mettre des gens en prison, à faire des lois pour surveiller de plus en plus, pour mettre des gilets jaunes en prison de façon préventive, etc., être préfet, ça. Quand on est de droite, on a ce type de pulsion-là, donc on n'a pas beaucoup de difficulté à activer ce type de ressort-là. Quand on est de gauche, on a plutôt un rapport à la justice, à la liberté, à l'égalité, etc. Et donc l'idée d'activer des systèmes de contraintes ou de devoir activer des systèmes de contraintes est quelque chose d'un peu difficile. Et donc c'est vrai que dans nos discours, par exemple, on va être pour l'abolition carcérale, on va être c'est plutôt sympathique, mais de fait dans un monde d'antagonisme, dans un monde où il y a des gens qui sont des psychotiques, des gens qui tuent, des gens qui ça existe, des terroristes, ça va pas être aboli par la victoire de la gauche. Donc se posent ces questions-là. Et la gauche est toujours un peu problématique parce qu'en fait elle est mal à l'aise avec ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait des gens? Comment est-ce qu'on gère la question des désaccords? Comment est-ce qu'on gère la question? Est-ce qu'on tolère les opinions de droite ou pas? Ou est-ce qu'on les censure? Bon. Et en fait, en étant faible, faible sur ces sujets-là, la gauche laisse la possibilité d'un monde de plus en plus à droite de proliférer parce que les appareils répressifs sont de fait aux mains de droite. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes de droite, vouloir être policier, c'est presque naturel, ça fait partie de votre ethos d'extrême droite. Là, vous allez infiltrer l'appareil policier ou être militaire. Mais quand vous êtes à gauche, vous avez rarement envie de devenir policier. Vous avez rarement envie de devenir militaire, d'accord? Vous n'avez pas envie d'être du côté de l'appareil répressif. Donc, la droite s'accapare et infiltre petit à petit les appareils répressifs. La gauche les quitte, etc. Et donc, on se retrouve dans un espace où, de fait, les appareils forts sont aux mains de la droite, activent les logiques de droite, et donc on croit que la police est forcément un corps d'extrême droite, que l'armée est forcément un corps d'extrême droite, alors qu'on pourrait très bien sans doute imaginer des fonctionnements très très différents, mais comme la gauche les abandonne, on ne le voit pas ça. Et donc, si jamais la gauche ne se repose pas des questions un peu plus radicales sur l'exercice de la contrainte, sur son rapport à l'interdiction, etc.,
tout en disant ça, que moi je suis quelqu'un de très très critique de l'appareil répressif d'État, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un certain usage de la répression, et ben donc elle est faible, et donc les pulsions guerrières de la droite poussent, montent, puisque comme on est dans le monde social, dans la guerre, il faut bien comprendre que c'est la guerre, le monde social, c'est l'accaparement des ressources, l'accaparement de l'État pour imposer sa volonté. Si la gauche laisse le champ libre à la droite monte, et c'est pas un hasard qu'on aboutisse à ce que vous dites, c'est qu'effectivement, 50% des gens, donc en gros les gens de droite et d'extrême droite en France, veulent imposer leur volonté maintenant sans passer par les élections, les campagnes, la loi, mais passer directement par l'armée. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce sondage-là, c'est que c'est pas seulement une majorité de droite, je crois qu'il y a plus de 40% des gens qui s'apparentent à LFI, EPS qui sont également pour. Parce que c'est des Et questions abstraites et générales. Et donc, dans la vie, le problème, c'est que quand on pose les questions politiques de façon formelle, les résultats sont toujours nuls. Parce que, par exemple, tu poses la question, êtes-vous favorable à ce que de temps en temps, l'armée puisse intervenir contre un pouvoir politique Et effectivement, la question, en fait, abstraitement, moi, je peux dire oui. Pour certains sujets, t'en sais rien. Supposons que tu as Hitler qui est élu, j'en sais rien, et que l'armée soit plus à gauche. C'est arrivé, hein, des armées qui ont protégé des constitutions laïques contre des États théocratiques, c'est arrivé. Contre des élections théocratiques, ça n'a pas toujours été dans un sens où tu peux prendre De Gaulle, etc. J'en sais rien. Donc en fait, abstraitement, historiquement, les choses sont tellement variables que dire abstraitement est-ce qu'il est possible qu'un jour tu puisses être favorable à des processus extra-légaux qui déposent le pouvoir politique, moi je suis pour. Et d'ailleurs, quand on appelle à la révolution ou à la sédition, on peut parfois être critique de l'idée d'élection, on peut être critique de l'idée d'État, on peut être favorable à l'idée d'insurrection. Si cette insurrection doit être soutenue par un certain type de pouvoir, à certaines formes, etc., il n'y a aucune raison abstraitement, formellement, que ça puisse pas être le cas un jour de le soutenir. En fait, on n'en sait rien du tout. Et donc, c'est pour ça que quand il y avait Trump, dont on disait qu'il voulait faire un coup d'État et que l'armée a dit s'il fait un coup d'État, on le débarque, j'aurais été pour l'intervention de l'armée contre Trump. C'est ce que je veux dire. Donc en fait, les questions formellement, politiquement, elles sont toujours mal posées et tout le monde peut s'y reconnaître. Voilà. Êtes-vous favorable à ce que ceci soit cela? Si vous ne spécifiez pas le but substantiel qui est derrière ce dont vous parlez, hein, là c'est typiquement ce dont on parlait tout à l'heure sur la question fonctionnelle ou pas, si on ne met pas en question substantiellement pourquoi on parle de telle ou telle chose, alors effectivement la question n'a pas de sens en vérité, elle est vide. tu as redit, je voulais pas t'interrompre, tu as redit le mot qui t'a valu d'être accusé d'être un Khmer rouge dans notre société, c'est le mot censure. Et j'ai vu que tu y avais apporté une précision qui était bienvenue, c'était que tu parlais de censure au sens que lui donnait Jacques Derrida notamment. Oui. Est-ce que tu peux l'expliquer pour ceux qui ne le sauraient pas? Alors de fait, c'est une question sur laquelle j'ai en plus un peu évolué, en allant un peu plus loin dans la nécessité de réfléchir à des formes d'intolérance. Il y a un très beau texte de Derrida sur la philosophie où il dit, en fait, très souvent, quand on pense à la censure, on pense seulement à l'État, on pense à l'interdiction d'État. Et en fait, il faut avoir un concept de censure beaucoup plus large, qui est l'ensemble des opérations par lesquelles on limite la propagation d'un certain nombre d'opinions. Donc, dès que vous êtes ce qu'on peut appeler un gatekeeper ou quelqu'un qui a du pouvoir sur l'accès à l'espace public, et que vous décidez, voilà, est-ce qu'un éditeur prend un livre ou prend pas un livre, un journaliste, est-ce que je parle de ce livre ou pas de ce livre, un prof, est-ce que je mets au programme ce livre ou pas ce livre, vous faites des opérations de censure en permanence, en vérité. Vous passez votre temps à décider qu'une opinion circule, ou un livre circule, ou un auteur circule, ou qu'un autre ne circule pas, n'existe pas, voire se suicide comme auteur, c'est-à-dire ne publie plus. Et donc, au fond, la censure est une pratique qui n'est pas réduite à l'État, qui est l'ensemble des individus qui occupent des positions de pouvoir dans le champ culturel. Et par exemple, un certain nombre de journalistes qui m'avaient accusé d'être un censeur, en fait, dirigent des pages culturelles dans les journaux, par exemple, que ce soit journaux de droite ou de gauche, d'ailleurs, peu importe. C'est-à-dire qu'ils sont des censeurs professionnels, c'est-à-dire que leur fonction est de censurer, mais pour des bonnes raisons, en vérité. C'est comme à l'université, c'est-à-dire qu'en fait, ils passent leur temps à dire ce livre-là, on n'en parle pas, donc ils censurent ce livre, alors que ce livre-là, on en parle, et puisqu'ils ne parlent pas de tous les livres, qu'ils choisissent des axes, ils choisissent de mettre en valeur des autres, et des gens et pas d'autres, en vérité, ils opèrent des opérations de censure. Donc, quand moi je dis que je suis favorable à la censure des opinions de droite, je suis favorable à la mise en place de tout ce qu'on peut dans notre pouvoir, dans les espaces de gauche, pour limiter l'influence des opinions de droite dans nos espaces. Les débats qu'ils veulent ouvrir, les idéologues dont ils sont... qui portent ce genre d'opinion, la temporalité, les thématiques, voilà, je suis pour qu'on les censure, c'est-à-dire qu'effectivement qu'on limite leur propagation publique et qu'on mette en place des espaces autonomes par rapport à leurs préoccupations, à leurs obsessions, à leurs délires, etc. Il se trouve que ces derniers temps, j'ai lu un texte que je n'avais pas lu, de Herbert Marcuse, qui s'appelle « La tolérance répressive », qui m'a beaucoup convaincu, en fait, et qui est un texte pour l'idée d'intolérance, où il dit de manière très étonnante et très très belle, et j'ai rarement vu un intellectuel assumer cette position, il dit oui,
moi, je suis pour qu'on soit intolérant avec les opinions racistes, jacobines, chauvinistes, nationalistes, classistes, etc. Et je pense que la construction d'un espace libre des idées présuppose que les individus soient autonomes du point de vue de leur pensée et aient accès à la vérité, au savoir, etc. Et ça passe par l'intolérance avec les opinions fausses, les idéologies de droite, les idéologies racistes, etc. Et qu'on ne peut pas considérer la tolérance comme un moyen, mais comme une fin, c'est-à-dire qu'il faut construire un espace dans lequel on pourra faire circuler les idées librement, mais cet espace libre, il n'est possible qu'à condition que les idéologies néfastes soient absentes et elles soient éradiquées, parce que dans un monde inégalitaire, d'oppression, de conflits, etc., si vous décrétez qu'il faut être tolérant de façon formelle avec toutes les paroles qui sont prononcées, en fait, vous allez donner un pouvoir extrême à ceux qui détiennent le pouvoir, donc les médias, la publicité, les médias de masse, etc., la chaîne d'info continue, Fox News, CNews, etc. Et de ce point de vue-là, vous allez fabriquer des individus qui, en fait, sont dans le mensonge, ou l'ignorance, ou la tromperie, ou l'idéologie, etc., qui donc seront plus du tout capables de délibérer, de réfléchir, d'avoir accès à la vérité. Et de ce point de vue-là, vous allez renforcer un monde injuste, un monde d'oppression, un monde qui, en fait, détruit les conditions du débat libre, de la réflexion. Et donc, c'est pas être tolérant, ça, c'est être répressif, c'est être tolérant à sa propre répression. C'est pour ça qu'il parle de tolérance répressive. C'est comme si on adhérait à un système qui nous réprime. Et il dit, en fait, il faut refaire de la tolérance un concept tel qu'il avait chez les libéraux du XVIIe, c'est un concept actif, c'est un concept dans lequel il s'agit de favoriser les minorités, de favoriser la liberté de penser, de favoriser l'émancipation humaine. Et de ce point de vue-là, ça ne peut se faire que si on est intolérant aux opinions fausses, aux opinions erronées, aux opinions violentes, etc. Et donc, lui, il dit que la condition de construire une tolérance pour les idées, c'est la censure d'État, des opinions fausses et des opinions de droite. Et moi, je trouve que c'est un argument convaincant. Alors, il se pose beaucoup de questions. Qui décide? Est-ce que ça ne fait pas un pouvoir aux intellectuels sur les autres, etc. Alors, lui, il dit, après tout, on vit déjà dans une société où le pouvoir est un petit nombre, mais c'est un petit nombre d'ignorants et de gens très violents. Alors, pourquoi pas un petit nombre d'intellectuels éclairés? Après tout, quelle serait la différence, etc. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, en vérité, de poser la question jusque-là et de savoir dans quelle mesure est-ce que la condition de possibilité d'avoir un espace de discussion où il y a le plus d'opinions possible présuppose que les individus aient accès au raisonnement, à la vérité, etc., qui présuppose donc de les débarrasser de l'influence des opinions injustes, qui doivent donc être intolérables pour qu'on puisse ensuite créer un espace de tolérance, en vérité. Tu sais, la limite qu'on va t'opposer à ce que tu viens de dire, c'est, admettons qu'il y ait si tant est que ce soit possible, comme tu le dis, qu'il y ait un Geoffroy de la Gannerie de droite, et qu'ils se disent que le Geoffroy de la Gannerie de gauche, il n'a pas voix de citer, quoi. Il n'a pas le droit de citer, pardon. Oui, mais en fait, c'est déjà ce qui se passe en gros, c'est-à-dire que c'est toujours la même question. C'est un peu les deux options possibles de la politique, en vérité, avec lesquelles moi je me débat tout le temps, et c'est pour ça que c'est honnête de le dire comme ça. Vous avez la position qui est de dire on désarme l'État et on a des concepts pluralistes parce qu'on se dit si c'est pas moi qui ai le pouvoir, autant que le pouvoir d'État soit le plus faible possible. C'est une option, c'est l'option qui a été l'option des libéraux pendant très longtemps, une sorte d'anarchisme à penser ça, c'est-à-dire au fond, puisqu'on peut toujours imaginer que l'appareil d'État va être aux mains de Le Pen, de l'extrême droite, du fascisme, le mieux c'est de créer une constitution dans laquelle on va la désarmer de pouvoir sur moi, parce que si jamais ça se renverse, je ne sais pas trop qu'est-ce qui peut se passer. Donc vous avez cette option-là qui est une option pluraliste et formelle. Le problème de ces options formelles, c'est que dans un monde inégalitaire, le marxisme l'a toujours montré, et maintenant la question raciale le montre aussi, un droit formel neutre est un droit qui favorise la reproduction des inégalités. C'est-à-dire, en fait, dès que vous avez un droit qui ne se prononce pas sur les opinions, qui ne se prononce pas sur les inégalités, etc., en disant « je suis le plus faible possible et je fais des libertés formelles égales pour toutes, etc. », si le monde est inégalitaire, c'est ce que Marx appelle un droit à l'inégalité. En fait, et un droit qui est égal dans un monde inégal, c'est un droit de l'inégalité. Voilà. C'est pas un droit qui combat les inégalités. Donc à ça s'oppose ensuite un droit substantiel, en vérité, c'est-à-dire qui traite différemment les idées différentes, et qui considère que censurer l'extrême droite, c'est pas contre la liberté d'opinion, mais c'est au contraire favorable à la liberté d'opinion, émancipatrice, où plus de gens parlent, parce que les gens, par exemple, qui sont minorisés aujourd'hui ou opprimés, etc., vont plus avoir accès à la parole si on est dans un monde moins raciste, moins classiste, moins sexiste, etc. Donc en fait, paradoxalement, c'est une censure productrice d'opinion et pas une censure interdictrice. Et donc il faut faire un droit à ce moment-là substantiel, c'est-à-dire armer effectivement l'État de possibilités au nom de la science, au nom de la connaissance, au nom du savoir, d'opérer un certain nombre de choix dans les opinions, dans les lois, de dire cette loi est possible, cette loi est impossible au nom de la connaissance, etc.
Mais alors effectivement, se pose la question, si jamais vous vous retrouvez de l'autre côté de l'histoire, si c'est les autres qui ont ce pouvoir-là sur vous, bah, vous êtes un peu mal. Bah alors, c'est une question très intéressante, c'est une question très puissante. De plus en plus, quand même, moi, je pense qu'il faut se poser la question de rendre politiquement, par exemple, efficace la vérité. Je pense que c'est pas possible qu'on ait tellement de connaissances sur la question des drogues, sur la question de la migration, sur la question économique, dont on sait que des réformes sont contraires à la rationalité économique ou à la rationalité, à la connaissance, et qu'elles sont quand même prises. À mon avis, c'est un problème. À mon avis, il faudrait quand même retrouver une capacité à rendre la vérité puissante politiquement, et que les États puissent pas prendre n'importe quelle mesure au nom de la connaissance, au nom d'un consensus scientifique. À mon avis, c'est une question qu'il faut quand même se poser, qu'il faut pas abandonner au nom que, ah, mais si un jour c'est la conscience scientifique, c'est dans l'autre sens, etc. C'est une question qui se pose, mais elle ne doit pas nous bloquer la possibilité quand même de faire triompher la raison et la connaissance. Une des manières justement de la faire triompher, c'est, je te cite, il faut subvertir l'opposition entre méthode subversive et méthode conservatrice. Oui. Donc si je fais le lien avec ton propos précédent, finalement, tu encourages les jeunes générations à aller conquérir des institutions réputées conservatrices, au hasard, l'armée, la police, l'ENA, je sais pas. Et finalement, aujourd'hui, pour quelqu'un de gauche ou un écolo, l'acte révolutionnaire, c'est de s'engager dans l'armée ou d'entrer à l'ENA plutôt que d'être prof ou d'être maraîcher bio, quoi. Eh ben oui, et ben de fait, c'est vrai. Parce que de fait, c'est ce que fait la droite, et la preuve, c'est qu'elle gagne. C'est bien la preuve. Je veux dire, l'une des choses dont on doit faire le constat réel, c'est pour ça que je dis qu'il faut subvertir l'opposition méthode conservatrice et méthode subversive, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la droite a des méthodes d'action. Il n'y a pas la droite qui serait du côté du conservatisme à qui le monde serait donné, et la gauche qui lutte. Tout le monde lutte, tout le monde se bat pour imposer sa vision du monde. Il y a des méthodes d'action de droite et il y a des méthodes d'action de gauche. Or, si jamais on fait le bilan de ce qui se passe depuis 30 ans, on constate que les méthodes d'action de la droite sont beaucoup plus puissantes que les méthodes d'action de la gauche. Et il faut souligner d'autres choses, c'est que ça n'est pas vrai que la droite est nécessairement conservatrice. Marine Le Pen n'est pas conservatrice. Marine Le Pen veut subvertir le droit, veut subvertir à peu près tout, veut sortir de l'Europe, etc. Donc c'est pas vrai que c'est parce qu'elle serait conservatrice qu'elle serait soutenue. Elle a un programme qu'on peut appeler révolutionnaire en un sens, ou un programme subversif, transformateur, etc., ou régressif, peu importe. Mais en tout cas, elle n'est pas conservatrice. Elle a été combattue par les médias pendant longtemps. Alors maintenant, c'est très différent, mais il y a 10 ans, elle était beaucoup boycottée ou même, etc. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc, on voit qu'en étant subversive, boycottée par les médias, elle a quand même réussi à produire des transformations déjà mentales, et puis un basculement de l'espace politique quand même majeur depuis, enfin son père et elle, depuis une quarantaine d'années. Donc, ça veut dire qu'elle a eu des méthodes d'action différentes que les méthodes d'action de la gauche, et que ces méthodes ont été plus efficaces que les méthodes d'action de la gauche. Et donc, si jamais on veut à gauche être vraiment subversif, est-ce qu'il ne faudrait pas parfois s'inspirer des méthodes des vainqueurs, c'est-à-dire s'inspirer des méthodes qui ont montré leur réussite, et à côté de méthodes qui, moi, me semblent typiquement de gauche et qui sont très importantes, comme l'action directe, les méthodes d'infiltration des appareils de pouvoir, c'est-à-dire de se donner un programme de conquête des cerveaux des individus qui sont destinés à occuper des positions de pouvoir, et donc de faire le temps politique en vérité, c'est-à-dire de faire des réformes, de faire le temps, etc., me paraît l'objectif. En vérité, si on devait faire un dessin de l'utopie politique, pour moi, le but, c'est pas que la gauche fasse des manifestations avec 1 million de personnes, c'est que la droite en fasse, en vérité. C'est-à-dire qu'on aura gagné le jour où la droite sera dans la rue à Bastille avec 1 million de personnes contre nous. Est-ce que à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est nous qui refont le temps politique et qui seront condamnés à manifester et réagir? Vous voyez ce que je veux dire? Comme ils l'ont fait pour la manif pour tous. C'est-à-dire c'est quand la gauche sera dans la rue, la droite sera dans la rue, qu'on aura gagné, et que nous, on n'aura même plus le droit de manifester, même plus besoin de manifester, qu'on aura gagné. Donc cette espèce d'image politique de la gauche qui serait le grand jour serait le jour où on sera tous dans la rue. Moi, je dis non. Ça, c'est le contraire de ce qu'on veut. On veut que ce soit la droite qui soit dans la rue, et que nous, on est déjà suffisamment conquis les appareils de pouvoir, les cerveaux, les écoles, etc., que on n'a plus besoin d'être dans la rue, puisqu'on est en train de faire le temps politique et que c'est la droite qui est en train de réagir à ce qu'on fait. Il y a des passages qui m'ont beaucoup fait penser aussi à certains passages de l'archéologie du savoir, que je trouve très intéressant. C'est quand toi, tu estimes que finalement, la loi, ça n'est pas un critère en soi d'analyse ça va être un oxymore ce que je dis, mais de la légalité. Oui. Finalement, pour toi, il y a une autre forme de légalité qui est supérieure à la loi qui est votée. Et tu prends un exemple pour montrer l'absurdité parfois de violer la loi comme critère d'honnêteté, c'est celle du préfet allemand.
Alors, c'est pas l'allemand, c'est son prédécesseur. Ah, c'était le prédécesseur. Ouais, c'est son prédécesseur. Je sais plus son nom. Mais j'imagine que c'est les mêmes chiffres, notamment sur le droit d'asile. Alors, je sais parce que là, il y avait eu une plainte qui avait été faite contre lui par je sais plus quelle association d'ailleurs sur ses manœuvres dilatoires pour traiter les demandeurs d'asile et qu'il a été condamné, je sais plus si c'est 135 ou 185 fois par le tribunal administratif et par la Cour européenne d'ailleurs. Pour ces manœuvres, ce qui fait que ça en fait une des personnes les plus condamnées de France. Je ne sais pas qu'il y a 185 condamnations en France. Peut-être quelques personnes, mais quand même pas beaucoup. Et c'est le préfet de police de Paris qui a été condamné de fait. C'est vrai. Si vous regardez sur Google, c'est vrai. Et qui donc c'est la personne les plus condamnées de France. Ce qui veut dire effectivement que, bon, d'une part, ça veut dire que puisque ceux qui sont dans l'appareil d'État savent s'affranchir de la loi pour imposer leur propre volonté, qui étaient des volontés là racistes en vérité d'expulsion, il n'y a aucune raison que à gauche nous infligions des conflits moraux qu'eux ne s'infligent pas. Mais surtout, peut-être plus puissamment que ça, par rapport à la loi, je suis frappé par le fait que quand on mettre en question la police ou mettre en question une action, on dit c'est illégal, en plus c'était illégal, il n'a pas le droit de faire ça, etc. Et moi je dis il faut faire très attention parce que nous passons notre temps à faire des choses illégales. Déjà dans la vie quotidienne, nous en faisons tous beaucoup, que ce soit sur la drogue, soit là en ce moment sur le confinement et le couvre-feu, je pense que beaucoup de gens font des pratiques pas tout à fait légales, que ce soit sur le téléchargement, enfin, on fait tous des choses qui sont dans l'illégalité, mais encore plus dans la politique, on le sait bien, dans la manifestation, on peut être sensible à des gens qui ont des pratiques oppositionnelles par rapport à la police, ou par rapport à des objets du mobilier, etc., ou à des individus qui vont occuper, c'est illégal, qui vont entrer de force dans les bâtiments, c'est illégal. Enfin, donc on passe notre temps à faire des choses. On est des délinquants, en vérité, on est des délinquants. Snowden est un délinquant, voilà, on est des délinquants. Et donc, la question de la légalité n'est pas pertinente pour juger une action. Il y a des actions légales qui sont dégueulasses, comme je dis, la mort de Trayvon Martin et le fait que le policier a été, je sais pas si c'était un policier ou un vigile, je sais plus d'ailleurs, a été acquitté. C'était un citoyen qui s'est comporté comme un. C'était ça. Comme un vigilanté, quoi. Ouais. Et qui, mais il était plus que ça. Il était, je crois, dans un truc de surveillance de quartier, je crois. En tout cas, il a été acquitté, donc son action a été considérée comme légale, légalisée, et donc, mais c'est une action qu'on réprouve et qu'on combat. Et puis, voilà, Snowden est un délinquant, il risque la peine de mort, et pourtant, ou Chelsea Manning, maintenant qui a fait quand même 10 ans de prison, et qu'on soutient, et qu'on considère que c'est un acte juste, et qu'on veut propulser, que ce soit Libération Animale, que ce soit Cédric Héroux, Carole Araquette, etc. En vérité, la loi n'est pas un critère pertinent d'évaluation d'une action, quel qu'il soit. Une loi, c'est toujours une volonté particulière qui s'est légalisée. Donc ça, c'est les analyses de la conscience politique, c'est-à-dire que c'est la manière dont un groupe de gouvernants s'est approprié l'appareil répressif d'État pour imposer sa volonté à travers la police. C'est une volonté légalisée, donc qui n'a pas de valeur en tant que telle. La valeur d'une action, c'est son rapport à la justice, c'est son rapport à la pureté, c'est son rapport à la capacité à produire un monde moins violent ou moins mauvais. Si une action est conforme à un principe de justice, alors on doit l'entreprendre. Et si une action n'est pas conforme à un principe de justice, alors on ne doit pas l'entreprendre. Et le fait qu'il y ait de la justice qui est supérieure à ce qu'on appelle la loi, c'est le principe de la théorie politique depuis Rawls, de la désobéissance civile, du mouvement des droits civiques. Enfin, je veux dire, c'est la base quand même de la vie générale. Et donc, effectivement, ne jamais utiliser le concept de légalité pour évaluer nos actions, mais le concept de justice. Il y a quelque chose d'intéressant également dans le concert depuis le Covid. Rien ne sera plus comme avant, tout a changé, etc. Voilà. Ouais. Tu ris déjà. Toi, tu fais entendre une voix dissonante. Finalement, tu dis... on a vu au premier déconfinement que tout était comme avant finalement. Oui. Il n'y a rien qui ne change. Non. Le Covid, c'est une parenthèse maléfique. Alors, ça a changé dans le fait que, quand même, à mon avis, en tout cas, ça n'a rien changé du point de vue de ce qu'on aurait pu aimer que ça change, c'est-à-dire sur l'attention aux métiers premiers et exposés. Parce qu'en fait, le confinement, ça a été... ce qu'on a appelé le confinement, en fait, ça n'a pas existé, puisque beaucoup de gens n'ont pas du tout été confinés, notamment les métiers qu'on appelait de première nécessité, les infirmières, les caissières, les éboueurs, les livreurs, etc. Et en fait, moi, j'ai interprété le confinement comme étant, en fait, pas du tout un confinement, une politique sanitaire, mais comme étant une politique de classe, c'est-à-dire au fait, et familialiste d'ailleurs, c'est-à-dire en fait un accomplissement du dessein de la bourgeoisie, c'est-à-dire de faire exposer des corps au risque et au travail et à la santé pour se protéger elle-même et pour vivre de manière confortable. En fait, ça a été l'accomplissement du destin de la bourgeoisie, d'être une classe entretenue, d'être une classe soulagée, d'être une classe protégée, pendant que d'autres sont exposés au danger. Alors, c'est façon atténuée dans le monde social, mais ça l'est quand on est chez nous et que des enfants fabriquent nos chaussures. Voilà, bon, ça c'est ce qui se passe dans le capitalisme contemporain et on sait, on en est tous malades, ou les piles de nos iPhones. Là, ça a été comme c'était une maladie. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé près de la maladie les livreurs, donc en gros les Noirs, les Arabes, les précaires, etc., les infirmières, etc. Et puis la bourgeoisie est restée dans ses appartements ou dans ses maisons de campagne. C'est pour ça que tous les journalistes de la petite bourgeoisie ou de la classe moyenne, à Mediapart, etc., Libération, étaient très pour le confinement parce qu'en fait, ils accomplissaient leur destin d'être derrière leurs iPhone, derrière leur Mac, de se sentir en sécurité et de faire travailler les classes populaires et
et les classes précarisées et de les exposer à la maladie et à la souffrance, ce qui fait qu'il y a eu des taux de mort beaucoup plus grands en Seine-Saint-Denis, etc., parce que c'était des travailleurs, c'est tout, et qu'on a forcé à travailler. Et donc, par conséquent, c'était pas une politique sanitaire. Le confinement, c'était une politique de classe et d'accomplissement du programme qui régit nos sociétés depuis le 19e siècle. Et c'est pour ça que c'est pas été une rupture et ça n'en sera pas une. Et alors, c'est vraiment ce qu'on peut vraiment... ce qui est révoltant, en vérité. C'est vrai, c'est que normalement, ça aurait quand même dû être une base d'une prise de conscience sur les inégalités de salaire, sur la difficulté de la vie, sur le travail précaire, etc. Et ça, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment une chose très, 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 très grave. Mais moi, je suis malgré tout très content que ce soit qu'une parenthèse, parce que la lutte sociale, on l'a menée avant et on la mènera après, qu'il y ait des inégalités insupportables, on le savait. Mais de ne pas faire de la maladie un schème de pensée de la société et de ne pas devenir corona-centriste, c'est-à-dire obsédé par ça, de définir toute la vie par rapport au Covid, d'être obsédé par l'action de la maladie, de la contagion, ne plus vivre, ne plus faire l'amour, ne plus faire de fêtes, etc. et accomplir cette espèce de dessin d'autocontrôle permanent au nom de la peur de la maladie. Pour moi, il y a une ambiance négative qui s'est mise en place dans la société depuis cette maladie. C'est pour ça que j'ai hâte qu'elle disparaisse. Mais j'étais frappé, j'en parle un peu trop, mais sur les épidémiologues, j'ai été très frappé par un point, c'est que il y a eu un biais négativiste, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient des prédictions optimistes et quand ils ont été démentis, ils ont été complètement jartés du champ. Ça leur a coûté énormément. Mais les pessimistes qui annonçaient 500 000 morts, comme les modèles de Oxford, de Cambridge, etc., ceux qui annonçaient Catherine Hill, qui passe son temps à dire qu'il faut qu'on soit tous attachés à notre lit, qu'on bouge plus, sinon on va faire 200 000 morts, etc., et que ça se passe jamais, elle n'est pas du tout jartée. Et donc, en fait, si jamais vous êtes pessimiste et que vous vous trompez, on vous en veut pas. Mais si vous êtes optimiste et que vous vous trompez, on vous en veut, comme si les gens avaient une forme de biais négativiste ou de plaisir à l'idée que ce soit dur et qu'il y ait de la souffrance, etc., qui est très très problématique aujourd'hui. C'est parce que le monde il est obscien. Je riais un petit peu quand tu parlais, parce que tu parlais de la bourgeoisie, et ça m'a fait penser à à une phrase de toi que j'ai notée et que l'admirateur de Zola que je suis a beaucoup goûté. Tu as dit: je pense qu'il est très important de comprendre les nouveautés historiques quand il y en a, mais là ce n'est pas du tout le cas. Macron, c'est l'alliance la plus traditionnelle de la banque et de l'État, de la bourgeoisie d'affaires et de la technocratie. Oui. C'est une configuration du 19e siècle et il suffit de lire les Rougon-Macquart pour le comprendre et pour comprendre son programme politique de guerre contre les classes populaires, les minorités et les migrants, son ethos, son mépris de classe, ses fréquentations, ses goûts culturels, sa manière de sourire et de parler, son idéologie. Oui, tout à fait. Je pense que c'est exactement ça. Je pense que, voilà, je peux rien dire de mieux de ça sur Macron. Je suis très frappé par le fait que beaucoup de gens veulent ratifier le coup de force que Macron veut opérer en faisant croire qu'il est novateur, qu'il est quelqu'un de nouveau, quelqu'un de frais, quelqu'un de jeune, etc. Et très souvent, des analyses politiques de gauche radicale, se sont laissés piéger par ça en essayant de chercher la nouveauté du macronisme, l'extrême centre, l'arc d'extrême droite, etc. Les gens essaient de trouver comme ça des choses qui seraient nouveaux dans le macronisme. En fait, Macron, effectivement, c'est la politique la plus, comme je l'ai dit en tête, la plus banale de l'alliance entre la banque, l'argent, la technocratie, la médiocrité et la guerre de classe, les petits goûts moyens. Enfin oui, vraiment ça, je n'ai rien à dire là-dessus. Pour moi, il n'y a rien de nouveau dans le macronisme. Ouais. Est-ce que il y a eu une forme de surprise quand même chez toi qui analyse depuis quelques années les systèmes répressifs, avec de la manière et avec quelle rapidité les gens ont renoncé à leur liberté et à la même rapidité avec laquelle l'État peut imposer des choses très très répressives qui nous auraient paru il y a quelques années absolument inacceptables? Oui. Oui et non, alors parce que je l'ai fait expérience sur moi aussi. C'est-à-dire, pour être honnête, au tout début, au premier confinement, moi, j'ai comme beaucoup de gens, ils ont plutôt obéi, plutôt été enfermé, plutôt très peu sorti, plutôt fait des attestations. Alors avec plusieurs attestations sur moi, quand je faisais des balades un peu trop longues, je voyais des gens qu'on n'avait pas trop le droit de voir. Ça, je pense que tout le monde l'a fait au bout d'un moment. Parce qu'au fond, on partageait le but. Voilà. Au fond, on a eu beaucoup de mal à quand même mettre en question, à prendre des distances avec les politiques de gestion du Covid de cette forme-là. Et au début, une certaine forme d'abdication intellectuelle nous a conduit à être favorable à la manière très autoritaire dont les États ont suspendu les libertés les plus fondamentales au nom d'un impératif de sécurité de la nation. Ce qui en fait est un schéma très problématique, parce qu'à gauche, on se bat depuis très longtemps, notamment sur la question de la sécurité, sur le fait que la protection contre l'arbitraire de l'État produit du risque, mais que c'est la condition pour que l'État soit pas trop puissant par rapport à nos vies privées. On sait par exemple que la bataille que mène l'extrême droite contre le droit pénal, les règles qui encadrent l'action de la police, c'est de dire bah oui, mais avec ça il y a de la prescription, il y a des gens qui sortent de prison, il y a des perquisitions qu'on peut pas faire, il y a des fouilles qu'on peut pas faire, il y a des vices de forme. Et la gauche répond toujours et a raison, oui c'est vrai que si vous faites dans un monde où la police a des limites, où la justice a des limites, et ben il y a des crimes qui sont commis, il y a des délits qui sont commis, c'est vrai, mais c'est la contrepartie d'une certaine limite à l'arbitraire de l'État.
Donc, le dilemme sécurité-liberté, quoi. Et de dire, oui, il faut accepter un petit peu moins de sécurité pour un peu plus de liberté par rapport à l'État. Bon, le dilemme il s'est posé sur la question du Covid, sur la question de la sécurité sanitaire, en vérité. Et là, tout d'un coup, on a perdu totalement la bataille, en vérité. C'est-à-dire que l'idée d'abdiquer toutes ces libertés pour une sécurité sanitaire a été totalement acceptée par tout le monde. Mais je le dis pour moi aussi au début, totalement. Un peu se laisser comme ça prendre par la peur, en vérité, mais qu'il faut accepter de prendre un écart par rapport à ça et de mettre en question cette rationalité-là et de s'interroger sur ce que c'est que la vie sociale, qu'est-ce que c'est que le risque, qu'est-ce que c'est que la vie en société, qu'est-ce que c'est que lutter contre une maladie. C'est comme le crime d'ailleurs, lutter de façon préventive et pas de façon répressive, etc. Donc on aurait dû, tous les schèmes qu'on avait appris sur la sécurité, on aurait dû les importer là et on les a perdus. Il n'y a que la Suède, en vérité, qui a été beaucoup critiquée, mais qui l'a fait en disant non, on ne peut pas suspendre la liberté des gens, on ne peut pas mettre des gens en prison chez eux. On s'est interdit chez nous et donc même si jamais ça produit des morts, c'est vrai, on ne peut pas accepter que l'État fasse ça, quelles que soient les conséquences. En un sens, c'est une réflexion qu'on peut avoir et qu'on doit se poser. Parce qu'après, qui va décider quel type de maladie l'État va pouvoir décréter un état d'urgence sanitaire ou quel type de menace il va pouvoir reconduire ces schèmes-là quand on sait l'adhésion de l'État aux pulsions de contrôle, le plaisir que l'État a contrôler. Il faut voir quel type d'étapes on a pu passer par rapport à ça. Et donc, je pense, pour répondre à votre question, qu'au début, l'adhésion massive, en fait, à l'idée qu'il fallait lutter contre la maladie, la peur, etc., a conduit à une forme de soumission à l'appareil répressif du confinement, qu'aujourd'hui, en gros, ce qu'on a découvert, c'est que les mesures de confinement, de couvre-feu, aussi autoritaires soient-elles, reposent très largement sur notre collaboration. C'est-à-dire qu'en gros, si on décide de ne pas rentrer chez soi à 19h et si on décide de voir des gens, en gros, on peut le faire sans aucune conséquence. On va d'apparence changer de sujet, mais finalement, ce sont des sujets qui se rejoignent. Avec l'art impossible, j'ai envie de dire, tu mets en évidence aussi des mécanismes qui sont assez similaires avec le monde social, c'est-à-dire des formes d'accaparement de certains, de formes d'art et la manière dont ils obtiennent finalement pignon sur rue. Moi, un des exemples qui m'est venu en te lisant là-dessus, c'est le rap. Oui. Étant de la génération de ceux qui ont vécu avec le hip-hop, qui, dans ses origines en tout cas, avait des prémices contestataires. Là, on peut voir que globalement, le capitalisme l'a passé à la machine du libéralisme quelque part, et on a fait autre chose. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de ces mécanismes-là qui font que, finalement, je ne sais pas si c'est le néolibéralisme, le capitalisme, ou tout simplement la société qui fait que la fonction une des destinées de certaines formes d'art, c'est d'être détourné et greenwashé quelque part. Et tu parles notamment de l'art contemporain, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, de toute façon, moi je pense que la question des rapports entre l'art et la politique est une question en vérité très compliquée, mais très cruciale, parce que très paradoxalement, on a une tendance très puissante en vérité dans notre inconscient à aborder la question politique de l'art comme tu le fais là avec le rap, toujours du point de vue de la contestation, mais qu'on ne politise pas assez l'art dans ses fonctions conservatrices, en vérité. C'est-à-dire qu'en gros, quand on va penser l'art et la politique, on va penser est-ce qu'on peut subvertir, est-ce qu'on peut ne pas être récupéré, est-ce qu'on peut mettre en question les dispositifs culturels ou capitalistes ou de genre, etc., ou raciaux, ou policiers. Mais il faut comprendre que l'art qui est conforme au dispositif culturel institué, que ce soit le chef d'orchestre qui va faire la symphonie la plus banale ou quelqu'un qui va faire Molière à la Comédie Française, est aussi politique qu'un rappeur, sauf que lui, il va le faire au service des systèmes institués de la politique ou des systèmes institués de la culture, et qu'il n'y a pas d'art qui échappe à des dispositifs de pouvoir qui sont donnés, locaux ou généraux d'ailleurs, à des collaborations avec des institutions, et que par conséquent, aucun artiste ne peut échapper à l'interpellation de son rapport à la politique et à la question de sa capacité ou non à mettre en question des systèmes de pouvoir ou à y collaborer, etc. Et donc l'art impossible, c'est est-ce qu'un art politique, en fait, qui soit authentique, c'est-à-dire qui soit capable de mettre en question des systèmes de pouvoir est possible. Et c'est vrai que moi, en fait, j'ai plutôt de plus en plus tendance à répondre non. En fait, je pense que quand on confronte l'art à la politique, quand on s'interroge sur les fonctions de l'art, on rencontre une série d'impossibilités devant lesquelles se trouvent les artistes, et qu'à mon avis, la capacité de l'art à produire des transformations effectives du monde, c'est quasi nul, en vérité, et qu'un art qui se définit comme politique ou qui veut se fonder comme subversif est toujours un peu un art inauthentique par rapport à ses valeurs, parce que si on veut faire de la politique, il y a beaucoup d'autres manières de le faire en fait que de l'art, est beaucoup plus efficace, et on n'a pas forcément besoin d'art pour mettre en question le système de pouvoir, ou pour écouter les sans-voix, ou pour des choses comme ça qu'on entend beaucoup. Après,
tu parles de la question qu'on emploie beaucoup sur des formes d'art un peu émergentes qui est d'être récupérées. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal avec ces catégories de récupération parce que je ne sais pas comment te dire, mais déjà, c'est pas les mêmes, forcément. Donc, c'est d'autres gens, c'est d'autres traditions, etc. Ensuite, on n'a pas forcément un peu subvertif d'autre chose que le capitalisme. Je veux dire, si le capitalisme récupère une musique qui met en question les inégalités raciales, par exemple, et ben moi, ce sera au crédit du capitalisme. Je me disais, ah bah c'est bien. C'est comme on a beaucoup fait ça pour le mouvement gay, par exemple. Le mouvement gay est récupéré par le marché, ou le mouvement gay devient Mainstream. ouais, etc. Mais moi, je dis, bah, très bien. Et c'est bien si le néolibéralisme récupère le mouvement gay, valorise le mariage gay, valorise la liberté sexuelle, la dissidence sexuelle, etc. C'est pas à mettre au débit du mouvement gay, c'est mettre au crédit du néolibéralisme, mettre au crédit du fait que c'est un mode qui rend possible ce type de vie-là et ce type d'affect et ce type de sexualité. Donc, en fait, je pense que la catégorie de récupération, elle est trop globale. C'est-à-dire, en gros, je pense qu'il y a un système, ce serait le capitalisme qui récupère, etc. Mais on peut critiquer beaucoup de choses dans une musique. Ça peut être des musiques expressives, soit sur l'école, ça peut être des musiques qui portent sur l'action carcérale, ça peut être des musiques qui portent sur l'action de la violence dans les quartiers. On n'est pas obligé de critiquer le capitalisme pour critiquer tout ça. Et même, on peut imaginer s'appuyer sur certaines formes libérales ou du marché pour mettre en question tout ça. Donc, de ce point de vue-là, moi, je pense qu'il faut être un peu plus subtil et un peu plus généreux, même je dirais, et d'autant que c'est pas parce qu'on est noir et qu'on fait du rap qu'on doit forcément être anticapitaliste. On peut imaginer aussi qu'un blanc qui fait de la musique classique doit l'être aussi, et c'est à ces gens-là, on leur dit pas vous êtes récupérés, et on dit toujours aux gens noirs des quartiers pourquoi vous êtes pas... Voilà, les luttes, on peut aussi un peu les choisir, et on n'est pas parce qu'on est né, on a envie de faire un type d'art, obligé d'aller jusqu'au bout, quoi. C'est une question qui va te paraître hyper générale et on peut probablement pas y répondre avec 3-4 heures de podcast. Mais ce que tu dis génère une question en moi qui est finalement, pour répondre et aller plus loin de ce que tu dis, c'est que qu'est-ce que tu considères toi être la fonction de l'art? Si on se dit que la fonction de l'art, c'est une fonction purement récréative, peut-être intellectuelle sur certains chefs-d'œuvre, alors oui, peut-être que finalement, je te dirais, il faudrait peut-être pas tout politiser, et notamment pas l'art. Moi, le principe du livre, il est plutôt d'essayer de faire une forme de défi aux artistes et de dire est-ce que vous êtes conforme aux valeurs que vous vous donnez de votre pratique? Et ce que je constate, c'est que quand un art se définit comme non politique, c'est-à-dire comme tu vas dire comme récréatif, comme du divertissement ou comme du grand art formel, etc., en fait, de fait, il est inscrit dans des dispositifs politiques ou des dispositifs culturels qui n'interrogent pas. Et on sait que, comme le montre Bourdieu, la domination culturelle est l'une des formes les plus puissantes de la domination dans les sociétés qui ont aboli la grande misère. Qu'en gros, la théorie de Bourdieu, qui est, je pense, très vraie, c'est que dans les sociétés où on a diminué relativement les écarts de fortune, les grands écarts de fortune, la grande pauvreté, la très grande richesse, etc., bon, qui a diminué les écarts de revenus, et notamment à l'intérieur de la bourgeoisie, de la classe moyenne, etc. Comment est-ce qu'on fait pour créer des différences quand il y en a moins du point de vue de l'argent? Et ben, on a utilisé la culture, en fait. On a utilisé la question de l'accès au musée, de l'accès à l'art contemporain, de l'accès à la musique classique, comme des frontières invisibles du monde social. Et on sait que dans les dîners, ne pas connaître le nom d'un artiste ou mal prononcé, ou un peintre, on ment, on bluffe, on est mal à l'aise, on est tout rouge, etc. Moi, ça t'arrive peut-être. La culture est un lieu d'intimidation très, 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 très puissant parce que c'est une fonction de recréer des frontières dans le monde social. Et donc, par conséquent, tout art qui va se définir comme non politique étant inscrit dans ces dispositifs, le dispositif du musée, de la galerie, de l'espace du concert, etc., remplit de fait des fonctions politiques. Et donc, il est inauthentique par rapport aux valeurs qu'il présente parce qu'en se voulant comme dépolitisé, donc en s'engageant contre la politique, en fait, il ratifie les dispositifs de la domination culturelle et donc il les renforce et il en fait partie. Donc il n'est pas neutre et donc il est inauthentique. Mais de la même manière, un art qui se définit comme politique, c'est un art qui va dire moi je veux changer le monde, je veux bousculer le monde, etc. Très souvent par les idéologies inscrites dans le champ culturel, par le fait qu'il est prisonnier justement de dispositifs de la monstration, etc., qui vont le neutraliser ou qui vont cacher ses ambitions, etc., ou par le fait qu'il y a beaucoup d'autres manières de l'art que de faire de l'action politique. Il est aussi un peu inauthentique par rapport à la vérité de ce qu'il dit. Il est aussi souvent moins efficace que ce qu'il dit. Et donc, par conséquent, il est toujours un peu impossible, l'art, parce que quelle que soit la valeur sur laquelle il se fonde, il est contradictoire avec ce qu'il dit et ce qu'il prétend faire. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une critique à faire, sachant que je pense aussi qu'il y a beaucoup de différences à faire entre les types d'art, entre les arts corporels et les arts du langage, entre la littérature et le
et l'art plastique, entre le cinéma et la danse, etc. Voilà, je pense qu'il y a des fonctions aussi différentes selon s'il y a du texte ou s'il n'y a pas de texte. À moi, c'est très différent, un art du texte et un art de l'image, un art de la compréhension et un art de l'affect, etc. Et de fait, moi, je sais pas comment le dire, mais voilà, je pense que il y a des conditions pour la possibilité pour qu'un art produise quelque chose de l'ordre d'effets politiques, hein, que j'essaie d'énoncer dans le livre, l'explicitation, la pédagogie, la rupture avec la question de l'énigmatisation, etc., qui sont des choses qui obsèdent en fait les artistes. Euh, voilà, mais tout en disant que je pense que malgré tout, il y a toujours des manières plus puissantes que l'art pour produire de la politique. Donc, il y a une phrase de Pina Bausch que j'aime bien, la chorégraphe, qui dit à un moment, à la fin de sa carrière, qui dit: au début de ma carrière, je voulais bousculer mon public quand je faisais de la danse, et maintenant, je veux juste lui offrir des moments d'amour pur. Est-ce que la mise sous cloche du monde de la culture, j'ai vu que tu avais soutenu certains artistes, si mes souvenirs sont bons, elle t'a enseigné quelque chose que tu ne savais pas? Oui, qu'on vit dans un monde pathétique parce qu'on a ouvert les églises. Alors ça, moi, c'est un truc qui me rend malade. Je trouve que moi, je passe devant une église pratiquement tous les jours pour rejoindre mon copain. Et je me dis, on voit des gens chanter, s'agglutiner là comme ça, chanter pour leur Dieu là comme ça. On ouvre les églises et on a fermé les opéras ou le théâtre, etc., où les gens ne chantent pas, les gens sont assis. Et je me suis dit, on est dans une société où voilà, on a privilégié la religion à la culture. Alors, je ne suis pas contre les gens s'ils veulent prier Dieu, etc., aller à la synagogue, etc., pas du tout. C'est tout à fait leur libre. Mais que l'État ait choisi cette forme de vie comme étant plus légitime que la forme de vie de la culture, soit on ouvre tout, soit on ferme tout. Mais on ne va pas privilégier Dieu sur Mozart ou sur Molière ou sur Jean Lagarde, c'est ça. Il n'y a aucune raison dans un état neutre, etc. Pour moi, c'est une honte. En vérité, la fermeture des lieux culturels quand on ouvre les églises, pour moi, c'est une honte. C'est vraiment la destruction d'un programme de civilisation. Je ne comprends même pas comment c'est possible de le supporter et que les théâtres s'ouvrent pas en disant que quand une église sera ouverte, eh ben, on ouvrira l'ensemble des théâtres, l'ensemble des trucs d'opéra, parce qu'il n'y a aucune raison que l'un soit plus légitime que l'autre. Est-ce que ça... C'est vrai qu'il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. En vérité, c'est vrai, c'est les mêmes qui parlent de laïcité qui font ça. Je veux dire, c'est une honte, quoi. On va reboucler avec ce qu'on se disait au début, mais est-ce que c'est pas si le monde culturel avait beaucoup plus avait autant d'impact et de résurgence que le monde religieux aujourd'hui, peut-être que le culturel serait ouvert, hein. Oui. Or, c'est plutôt un retour au religieux, à l'identitaire qu'on observe, et c'est peut-être pour ça que les lieux religieux sont apparus comme des lieux à conserver ouverts. Bah, je pense qu'il n'y a pas de crise qui ne soit pas investie par des fantasmes. Mais ce que je pense, moi, de fait, c'est que ce qu'on a vu, c'est à quel point l'État, tel qu'il est gouverné aujourd'hui, un peu internationalement, est gouverné par des notions ultra-réactionnaires. Et c'est vrai, ça, dans tous les États, et pas seulement la France, il y a eu cette espèce de mise à l'écart des religieux. En Grèce, ça a été vraiment très important, la non-fermeture des églises orthodoxes, qui ont pris des clusters énormes, d'ailleurs, en plus. Donc en France, ça a été pareil, etc. Le fait d'accorder une exception à la religion par rapport à d'autres formes de croyances, par rapport à d'autres formes de pratiques, qui est vraiment une honte. Sur la question du confinement, quand même... le familialisme d'État a été une des choses les plus scandaleuses, c'est-à-dire le fait qu'on pouvait se déplacer pour aller chercher ses enfants, pour aller voir sa mère malade, etc. Mais deux amants qui vivraient à 100 km n'avaient pas le droit de se déplacer pour se voir alors qu'ils forment une petite unité domestique. Donc on a considéré un peu toutes les formes de relations non familiales comme étant des relations dont on peut se passer, comme étant des relations superflues, comme étant des relations à mettre à distance. En fait, la distance sociale, ça voulait dire distance amicale, puisqu'on pouvait très bien habiter à 8 dans une maison avec sa grand-mère, des petits-enfants, etc. Mais voir des amis faire une fête à 8, etc., c'était considéré comme mettre en danger la société. Il y a des gens qui sont mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui pour avoir vu leurs amis, alors que si tu vas faire une fête de famille, tu vas voir ta grand-mère, etc. Alors ça, c'est considéré que tu peux même prendre le train comme étant tout à fait sacré. D'ailleurs, on l'a vu sur le couvre-feu quand même. Il y a eu un couvre-feu pour le 31 décembre et pas pour le 24. C'est-à-dire qu'on a considéré que la fête amicale était sacrifiable et pas la fête familiale. Je veux dire, c'est vraiment une honte. En Allemagne, pour Noël, il y a eu des prescriptions d'État pour limiter à 6 le nombre de personnes avec des parents en ligne directe. C'est-à-dire, c'était le concept de parents en ligne directe qui a été utilisé pour savoir qui vous avez le droit de voir, qui vous n'avez pas le droit de voir. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire le branchement d'appareils répressifs d'État sur du familialisme biologisant comme ça en France, en Allemagne, etc. Si on ajoute à ça la religion, si on ajoute à ça que la seule chose légitime pour sortir de chez soi, c'est travailler, et que tout ça, c'est au nom de l'impératif de la santé de la nation, vous avez quand même un quadriptyque là, entre religion, familialisme, travail, santé de la nation, qui est particulièrement déplaisant et suffocant. Tu as dit que
cette restriction de liberté était souvent le fait de ceux qui prétendaient défendre la laïcité. Ça me permet d'aborder un thème avec toi qu'on n'avait pas abordé la dernière fois. C'est est-ce que tu penses qu'en 2021, le, la laïcité telle qu'elle a été pensée au XXe siècle, c'est encore un facteur opérant, et notamment à gauche, puisqu'on on l'érige souvent comme une valeur de gauche cardinale, la laïcité. Pour moi, c'est dont il faut un peu se débarrasser aujourd'hui, en vérité, je pense. Parce que je pense que c'est un mot trop piégé, c'est un mot où il y a trop d'enjeux, qui fait trop de passion sur les gens, c'est un mot où il y a trop d'incompréhension. Euh, il faut affirmer un programme de pluralisme et de droit des gens à vivre leur vie. Voilà. Et je pense que c'est ça le principe avec lequel il faut se battre, c'est-à-dire que le mot en tant que tel m'intéresse pas trop parce qu'on voit aujourd'hui comment tout le monde veut le récupérer, tout le monde l'utilise dans tous les sens, on passe son temps à faire des livres pour dire la laïcité c'est ça, la laïcité c'est ça, tout le monde se bat sur le mot. Ça veut dire que c'est un mot écran pour des projets de société différents en fait. Et que peut-être dans ces cas-là, il est plus intéressant de l'abandonner et peut-être de trouver une manière plus affirmatrice je pense que voilà, le mot lutte contre l'islamophobie est plus intéressant que le mot laïcité, en vérité, pour comprendre le projet politique qu'on peut avoir. Voilà, de laisser les gens vivre leurs croyances, vivre leur vie, d'être légitime à être sur le territoire, d'être légitime à pratiquer leur religion, etc. Ce qui veut dire que j'ai fini la religion comme étant l'essence de la société. On a compris que j'étais pas tellement pour la religion, j'étais plutôt pour la culture, la raison, la rationalité. Je pense qu'un programme de réflexion sur les formes de subjectivation religieuse reste un programme important à gauche, mais pas par l'appareil répressif d'État, quoi qu'il arrive. Et voilà, c'est vrai que le mot laïcité en tant que tel m'apparaît comme un mot dont on peut que perdre parce qu'il y a trop de confusion, il y a trop d'enjeux, il y a trop de passion. Et peut-être qu'avoir un programme de réflexion plus substantiel sur la manière dont on construit un ordre sain de gestion de la vie des gens et des croyances telles qu'ils ont envie de le vivre me paraît beaucoup plus intéressant. Est-ce que tu vis comme une forme de menace sur ton travail intellectuel et universitaire les récentes velléités gouvernementales de s'intéresser à tout ce qui est études décoloniales, de même parfois nier le droit d'aborder le terme de l'islamophobie. Est-ce que toi tu le vis comme une forme de menace et justement ce que tu disais au début, une forme pour une classe de droite de mettre la main sur un côté intellectuel qui appartient à la gauche? Oui, c'est tout à fait ça qui est en train de se passer. Moi, je suis frappé par le fait que sur ces débats sur l'islamo-gauchisme, sur la loi sur le séparatisme, qui a aussi été un peu la même chose sur l'enquête sur les enseignements, etc. à l'université, en vérité, moi, ce qui me semble, c'est que la droite a quand même conquis des positions de pouvoir très puissantes pratiquement partout, dans les régions, dans l'État, dans le gouvernement, etc., dans les médias. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'espaces dont on peut dire qu'il y a une évidence et une puissance de la gauche. Il y a un espace qui résiste un peu, qui sont les sciences sociales, disons, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme il y a un rapport entre étudier la société objectivement et être de gauche, il est nécessaire que l'université soit plus à gauche, parce que si vous êtes un peu objectif dans votre rapport à la société, vous ne pouvez pas être de droite. Vous allez forcément penser à un certain nombre de choses qui relèvent de l'évidence de la gauche. La droite ne supporte pas que lui échappe ce domaine-là, qu'elle soit pas reconnue comme légitime, que ses idéologues ne soient pas invités à la Sorbonne au même pied que des intellectuels ou des chercheurs sérieux, etc. Ça la rend malade. Et en vérité, toutes ces offensives-là ont été une manifestation de la reconnaissance par la droite de son illégitimité intellectuelle et du fait qu'elle ne supporte pas qu'on ne mette pas une neutralité en vérité entre ce que dit, je sais pas, tel éditorialiste dans telle chaîne d'info et tel intellectuel ou tel universitaire qui a travaillé sur la question carcérale ou la question islamophobie, etc. Et cette espèce d'exclusion en fait des champs du savoir. Dont ils sont, on peut dire victimes en un sens, mais positivement, c'est-à-dire parce que les champs du savoir ont pour fonction d'exclure les opinions fausses, comme on n'enseigne pas à l'université le créationnisme, parce que c'est un espace de censure des opinions fausses, et bien de fait, on n'enseigne pas un certain nombre d'idéologies de droite ou d'idéologies mensongères sur l'islam, etc., parce qu'on considère qu'elles sont hors du champ de la discussion intellectuelle. Et bien cette espèce de sentiment d'être exclu fait qu'on va dire islamo-gauchisme, études décoloniales, etc., qui sont en fait des reconnaissances par la droite de son exclusion des champs légitimes de la production du savoir et son aspiration à faire un coup de force en invoquant des valeurs d'opinion, de démocratie, en disant le pluralisme, etc. Il y a de la censure à l'université. Et il faut dire toujours, oui, il y a de la censure à l'université. Et c'est la fonction de l'université de produire de la censure. Parce que l'université n'est pas un lieu où on met toutes les opinions sur le même plan. L'université est un lieu où on hiérarchise. C'est un lieu où on choisit des doctorants ou pas d'autres, où on note des copies. C'est-à-dire on dit quelqu'un a raison, quelqu'un a tort, quelque chose est prouvé, quelque chose n'est pas prouvé. Et le principe de l'université, c'est d'être un lieu de censure. Il y a Robert Post, qui est un des grands juristes américains de Harvard, qui travaille sur l'academic freedom, qui moi j'ai beaucoup travaillé dessus, et qui dit que l'université n'est pas un lieu de neutralité. La liberté académique n'est pas le fait de mettre toutes les opinions sur le même plan
C'est exactement l'inverse. C'est de dire les opinions qui ne rentrent pas à l'université, c'est de dire je n'enseigne pas ça parce que c'est faux, parce que c'est mensonger, parce que c'est pas prouvé, alors que ça c'est vrai, etc. Alors ça nécessite d'être nuancé, ça, parce qu'il ne faut pas que ça fasse la guerre aux opinions fragiles, aux opinions neuves, aux opinions dissidentes qui doivent toujours trouver leur place, etc. Donc c'est des choses à comprendre. Et moi aussi j'ai beaucoup de conflits avec certains universitaires que je considère comme conservateurs, donc il y a des luttes internes et tout, mais ou qui m'aiment pas, peu importe. Mais en tout cas, le fait est que la droite aujourd'hui comprend son illégitimité intellectuelle. Elle en est rendue folle, et donc elle se bat contre les principes de la censure universitaire, qui sont des principes sains, en vérité, qui sont des principes de connaissance et des principes de rationalité. Et il ne faut absolument pas à ça lui opposer le fait mais non, on veut bien débattre. Il faut dire, mais non, vous êtes illégitime intellectuellement. Et si jamais vous voulez rester dans le domaine de l'idéologie, de l'idéologie purulente et des fantasmes racistes, continuez, mais ce sera sur CNews et ce ne sera pas dans l'université. Voilà. Est-ce que tu as prévu de produire quelque chose en termes d'ouvrage cette année? Est-ce qu'il y a des sujets qui te bottent plus que d'autres en ce moment? Des sujets de recherche intellectuelle? Alors, en ce moment, je fais un livre sur la sociologie, sur la pensée sociologique et sur l'idée de sociologie de Durkheim à Bourdieu, pour réactiver un peu un programme qui me semble un petit peu menacé de tout ce qu'on parle en fait depuis le début, depuis mon livre Jugé, sur la question des systèmes, sur la question du sujet, du déterminisme, du fait social, de la construction d'une pensée sociologique du rapport entre la science et la politique, qu'est-ce que la vérité sociologique peut faire de l'idéal démocratique, etc. Est-ce que ça la met en question? Donc j'essaie de faire un peu un livre sur la question de réactiver une sociologie ambitieuse qui, à mon avis, est un peu en berne aujourd'hui, avec un développement de la sociologie de plus en plus empiriste, par objet, etc., qui manque un peu de souffle et de grande ambition. Donc là, j'ai un livre un peu comme ça, théorique, sur ça. Et puis j'aimerais bien faire un petit livre, mais un peu plus tard. Mais ça, c'est dans longtemps, hein, parce qu'en ce moment, j'avais beaucoup publié. Là, j'ai pris un peu de recul pour essayer de prendre un peu de temps. Et j'aurais beaucoup fait un truc sur la question de l'idée de Marcuse d'une civilisation non répressive, c'est-à-dire l'idée de qu'est-ce que serait reprendre la question de la critique de la répression, notamment sur la question sexuelle, sur les grands débats sexuels qu'il y a eu ces dernières années, sur la question de MeToo, sur la question du harcèlement, sur la question de la culture du viol, etc. Et en partageant bien sûr toutes ces analyses très puissantes, de mettre en question les violences, mettre en question le viol, le harcèlement, etc. Je pense qu'il y a une humeur antisexuelle et surtout très répressive qui s'est mise en place, que les réponses à ça ont toujours été en termes de prescription, d'abaissement de l'âge, d'augmentation de l'âge du consentement, etc., dont on ne pense pas du tout les effets de mise en danger, souvent d'ailleurs, de la sexualité et de la santé des femmes. Et donc voilà, essayer de reprendre le projet d'une critique libertaire de la sexualité à l'heure où, à mon avis, on a une pente d'un féminisme de plus en plus répressif. Voilà. Toi qui es si attaché à l'art et à la culture, c'est une question qui me vient comme ça. Ça t'a jamais titillé la fiction ou différentes formes différentes formes de culture ou d'art? Alors je vais vous faire une petite confession. Dans les 6 derniers mois, j'ai essayé. Ouais. C'est pas réussi. En vérité, je suis un peu en retard dans mes travaux sur la sociologie et la répression, parce alors c'est lié au confinement, sans doute, au fait qu'on voit moins de gens, qu'on est moins dans son milieu, donc ça peut donner aussi des formes d'écart intéressantes. Et je me suis dit, je vais essayer de faire autre chose. J'avais essayé de faire autre chose. C'était une forme de récit, un truc un peu différent et tout. Et puis je l'ai imprimé et je me suis dit, c'est pas possible, quoi, c'est pas pour moi, c'est pas bon. Donc je vais le reprendre, c'est un projet que je reprendrai sans doute plus tard. Le thème était la question de la création et de l'amitié en fait. Et voilà. Donc non, je suis pas fait pour ça. Donc c'est pas mort complètement. Bah si, c'est mort maintenant. J'ai bien compris que c'était mort. D'accord. Et je le referai plus tard dans les formats qui sont les miens. Je ferai les formats de la théorie et de la politique. Je crois pas que je sois fait pour le récit et la fiction. Ça, je l'ai bien compris maintenant. Geoffroy, je vais te remercier d'être venu nous voir encore une fois. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Je sais que tu n'aimes pas cette tradition du mot de la fin, mais je l'attends quand même. La tradition est de laisser le mot de la fin. J'ai tout dit, j'ai rien à dire. Tout est dit. Je te remercie, Geoffroy. Merci beaucoup à toi.